Amis téléspectateurs, bonsoir. Je reçois aujourd'hui sur le plateau du groupe Évasion un homme politique guinéen, Dr Sékou Kouressi Condé. Dr Sékou Kouressi Condé, il faut le dire, c'est d'abord et avant tout un pur produit de l'école guinéenne. Dr Sékou Kouressi Condé est né à Kouroussa, où il a fait ses études primaires. Mais sur son parcours, il fera d'abord l'université à Kankan, puis l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry. Sékou Kouressi Condé est aujourd'hui directeur exécutif d'African Crisis Group, et justement ce cabinet est chargé de la prévention et de la gestion des crises en Afrique. Monsieur Condé, bonjour. Bonjour. Eh bien, nous sommes très heureux ici au groupe Évasion de vous recevoir, de recevoir l'homme politique que vous êtes, et vous arrivez à un moment justement où notre pays, la République de Guinée, et je dirais, est à un tournant, en tout cas important, une étape très sensible avant la fin de la transition. Alors, en voyant tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, quel est d'abord votre point de vue, votre analyse personnelle sur cet état de choses avant que la transition ne prenne fin, parce que cette transition n'a toujours pas pris fin? Eh bien, je voudrais d'abord vous remercier le groupe Évasion pour cette aimable invitation, exprimer tout le plaisir d'avoir en face de moi une des figures historiques du journalisme sportif guinéen aujourd'hui dans le journalisme général, M. Gaussou Diaby, qui nous a fait tant rêver avec d'autres, bien sûr. Et cette invitation me touche très sincèrement et je vous en remercie. Ceci dit, c'est vrai que nous sommes dans une péripétie de dialogue et de concertation depuis pratiquement l'investiture du nouveau président de la République, le professeur Alpha Condé. Conformément aux accords de Ouaga de janvier 2010, les élections présidentielles devaient être précédées par les élections législatives. Les conditions et modalités de l'organisation de ces élections législatives ont fait l'objet de beaucoup de discussions, de beaucoup de tractations. Finalement, jusqu'à la mise en place d'un cadre de concertation le 4 mars 2013 et du cadre de concertation aujourd'hui, en fin de compte, enfin j'insiste avec guillemets et beaucoup de guillemets, en fin de compte, les acteurs politiques ont accepté de se mettre autour d'une table et ont produit d'un commun accord sur la base d'un consensus salutaire des résultats qui donnent à espérer. Des résultats qui donnent à espérer, M. Condé. Par rapport à ces conclusions, est-ce que vous pensez que ces conclusions peuvent nous amener à l'aboutissement du processus de transition? À mon humble avis, oui. Puisque nous avons perdu du temps, beaucoup de temps, et je n'ose pas dire inutilement trop de temps. Il y a 2 ans, vous pouvez dire pour rien. Et finalement, on peut dire que tout cela pour ça. Et nous le regrettons profondément, nous regrettons en tant que société guinéenne de constater qu'à des moments donnés, des moments cruciaux de la vie de notre nation, ceux qui sont investis du pouvoir constitutionnel et ceux qui sont investis de la volonté d'une certaine partie de la population n'arrivent pas à se mettre d'accord autour de questions d'intérêt national et que ceci puisse entraîner des pertes en vie humaine, des dégâts énormes, des dégâts, des dépenses et la fuite des investisseurs, l'instabilité, la méfiance, la rupture de confiance. Ceci est un phénomène, ceci est une réalité que nous devons finalement mettre au compte de nos souffrances, au compte de nos difficultés passées, et j'espère que les protagonistes et le gouvernement de la République seront, toute responsabilité et tout sens de responsabilité historique
retenus sauront tenir compte des souffrances des Guinéens et nous permettre d'aller paisiblement et normalement vers des élections législatives en vue de finaliser cette transition. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, M. Condé, et le qualificatif aller paisiblement vers des élections législatives, et je crois que cela est très important. Mais par rapport à votre intervention, vous aviez donné des signes qui ont mis en relief, je dirais, une série de violences. Et que voyez-vous dans cette série de violences en Guinée? La société guinéenne est extrêmement violente. Et cette violence n'est pas culturelle, elle est historique. C'est-à-dire que cette violence n'est pas liée à la structure interne ou aux structures internes de nos sociétés, à nos coutumes, à nos mœurs, donc à nos traditions. Ces manifestations de violence sont souvent le résultat ou la résultante d'un certain nombre d'événements, de traitements, de réactions de l'administration, donc de la nouvelle société par rapport à l'ancienne société. Donc les États africains issus de la conférence de Berlin, les États africains issus du tracé des frontières coloniales ont hérité de plusieurs formes de cohabitation, de plusieurs superpositions de conflits entre tradition et modernité qui engendrent des malentendus. Et si, dans le cadre de la gouvernance, ces éléments, ces conflictualités ne sont pas prises en compte par les gouvernements des États africains, cela crée de la fragilité du tissu social, cela crée de la méfiance, cela crée finalement une sorte d'instabilité. Et ce sont des mots qui sont pas seulement à l'actif de la Guinée, mais que les pays africains connaissent dans une large mesure. Mais je veux dire ceci. Dans le cas précis guinéen, nous sommes composés de 4 régions naturelles. Et nous avons cohabité depuis sans heurts et sans violence. La recrudescence de la violence urbaine que nous constatons aujourd'hui est liée en partie à l'exode rural massif ces dernières années, lié aussi en partie au fait de la démographie. 25%, je veux dire 60% de Guinéens ont moins de 25 ans. 60% de Guinéens ont moins de 25 ans. Donc, la société à la base ne connaît pas beaucoup la société au sommet. Donc, il y a un fossé de communication et de compréhension, premièrement. Il n'a pas de repère, vous voulez dire? Exactement. Deuxièmement, dans la Troisième République, il y a ce qu'on appelle le nouveau pouvoir. Donc, il y a l'apprentissage de l'État, du mécanisme d'État, de l'exercice de l'État. En face de ce nouveau pouvoir que nous saluons, il y a une nouvelle opposition. Donc, aucune des grandes figures de notre opposition aujourd'hui n'est un politicien de carrière, un politicien, si vous voulez, oui, un politicien qui a une certaine tradition d'engagement politique sur plus de 20 ans. Donc, il y a l'apprentissage en face de l'apprentissage. Et ce qui doit prévaloir, c'est que chacun de ces éléments, que ce soit Monsieur le Président de la République, que ce soit les leaders de notre opposition, sont des personnes de qualité et d'expérience. Et il est important que ces personnalités puissent accepter, à des moments donnés, de montrer au reste de la Guinée l'image d'une capacité de retenue, de dépassement et d'acceptation mutuelle. C'est ce qui a manqué dans ce dialogue. Je le regrette, que nous soyons amenés à inviter la communauté internationale, à amener la communauté internationale à venir arbitrer entre Guinéens. Quand bien même, la Guinée fait partie de la communauté internationale. Je salue l'accompagnement de la communauté internationale et tous les efforts qui ont été faits par la communauté internationale depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui, mais il appartiendra aux Guinéens, en fin de compte, de démontrer que nous sommes capables de nous entendre. Nous avons donné un signal très fort. Je souhaite que ce dialogue et cette entente, ce processus puisse continuer. Monsieur Condé, mais vous avez été rapporteur de la francophonie
en République démocratique du Congo en 2012. J'ai été invité et pressenti par l'Organisation internationale de la francophonie à faire partie d'une commission qu'on appelait commission contact et information pour le suivi du processus électoral au Congo RDC en novembre 2011. En novembre 2011. Nous étions près de 600 observateurs des organisations internationales et des ONG internationales. Mais avec près de 3000 observateurs désignés par les églises, par la société civile et par d'autres corporations pour surveiller le processus électoral. C'est un vaste pays. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand 70 millions d'habitants sont capables d'aller au vote, même avec des résultats mitigés, 10 millions d'habitants, la Guinée, dans sa population, ne fait pas la population des grandes villes, des grandes métropoles comme New Delhi, comme New York. Et nous avons une tradition d'acceptation mutuelle. Nous avons une tradition de main tendue et de secours. C'est la Guinée qui a amené les autres pays africains à organiser les mouvements de libération. C'est la Guinée qui a créé les premières organisations panafricaines, que ce soit des jeunes, que ce soit des femmes, que ce soit des travailleurs. La Guinée a donné des leçons. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de nous donner des leçons. Et je le regrette. Je le regrette d'autant plus qu'en 2 ans, nous donnons l'impression de tourner autour de questions aussi simples que la question liée à l'opérateur WEMAC ou la question liée au vote des Guinéens de l'étranger. Et qu'est-ce que j'ai dit depuis tout ce temps? J'ai dit l'opposition n'a qu'à venir à la table de négociation sans préalable et sans condition. Je le dis depuis plusieurs mois. Depuis novembre 2012, quand le président de la République nous a invités à Sékou Touré, il a dit chaque Guinéen, chaque leader de l'opposition peut m'appeler, je vais le recevoir pour discuter des questions concrètes liées à l'international. Je vais poser la question, quel est le leader qui a demandé à rencontrer le président de la République et que le président de la République ait refusé de le recevoir? M. Condé, vous voulez dire par là que le niveau d'analyse et de compréhension du Guinéen s'est fortement dégradé? Le niveau d'acceptation mutuelle, et je crois qu'il est important que les Guinéens sachent que nous sommes entourés de pays assez fragiles. Tous les pays qui sont autour de notre pays aujourd'hui, la Guinée, ont connu une guerre, ou leur guerre. Que ce soit la Guinée-Bissau, que ce soit le Sénégal avec la Casamance, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Libéria, la Sierra Leone, aujourd'hui le Mali. Il ne reste que la Guinée. Et nous avons la responsabilité de préserver les autres pays et de sauver notre pays. Et moi, j'ai fait confiance. Je crois que le gouvernement de la République a tout intérêt à inclure la résolution des conflits, à inclure le dialogue politique et social dans les éléments de gouvernance pour rassurer les populations. Et entre le gouvernement, donc l'État et les partis politiques, il faut, à mon avis, des accords, il faut des relations cordiales, il faut des échanges, il faut trouver des mécanismes, même informels, d'assurance et de réassurance. Donc, montrer aux uns et aux autres que nous ne sommes pas des ennemis et que nous avons un avenir commun à préserver. Donc, est-ce que, moi je ne donne pas de leçons, je crois qu'il y a de l'expérience. Je suis fier de voir le président de la République et les hommes politiques et les cadres de ce pays à ce niveau, et j'espère que ce qui s'est passé ne va plus se répéter. M. Condé, vous avez parlé tout à l'heure de New York, mais vous avez enseigné pendant 8 ans à l'Université Columbia. Oui, tout à fait. Je suis enseignant, en fait, de profession. J'ai enseigné la prévention et la résolution des conflits en Afrique. Et pendant 8 ans, je suis revenu en Guinée en 2009 à la faveur de la transition amorcée avec le président Dadis Camara. Et j'ai activement milité au sein du Forum des Forces Vives et du Forum des Forces Vives après la signature des accords de Ouaga, et j'ai été appelé par Hadja Rabiatou Sera Diallo comme secrétaire général du Conseil national de la transition auprès de la présidente du Conseil national de la transition. Pour revenir aux aspects de violence, M. Condé,
dans le cas guinéen, la violence c'est un phénomène historique ou alors un fait de société? La violence urbaine est un phénomène historique. La violence urbaine est liée au manque de repères des populations jeunes et moins jeunes. La violence urbaine est liée au manque, à l'impracticabilité ou au manque d'exercice des mécanismes d'État en vue de dissuader et de rassurer les populations. Et la violence urbaine devient violence politique lorsque des structures politiques s'emparent des faiblesses de la société et revendiquent ces faiblesses en termes électoraux ou électoralistes, en termes de mobilisation de militants et de sympathisants. Donc, en ceci, on dit les manifestations. Parce que tous ceux qui sortent généralement pour accompagner les partis politiques ne sont pas des militants. Et c'est tous ceux qui se sentent exclus, tous ceux qui se sentent en insécurité, tous ceux qui sont mécontents d'une manière générale, essaient d'accompagner. Et c'est pourquoi il est important que les protagonistes, que les acteurs politiques au plus haut niveau tiennent compte de la fragilité du tissu social. Et dans le contexte guinéen, c'est un phénomène extrêmement important. L'édifice est très fragile. Les Guinéens ont miraculeusement et courageusement réussi à cohabiter depuis l'indépendance, et bien avant l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la première fois que nous sentons non seulement de la méfiance à la base entre les communautés ethniques, mais même la violence. Et il est important de ce point de vue que l'État redéfinisse son rôle, prenne toutes les dispositions nécessaires pour freiner la courbe de la violence et rassurer les citoyens en leur disant, écoutez, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre religion, quels que soient les maux dont vous souffrez, vous êtes citoyen guinéen d'abord. Et c'est à ce titre que nous, État, avons le devoir de vous protéger et de vous sécuriser. Et ces citoyens doivent savoir que le président de la République est chargé aussi, avec son gouvernement, de la sécurité de son meilleur opposant. Qu'il soit en vie, physiquement, tenable et bien portant, mais qu'il soit respectueux des lois de la République. Monsieur Condé, quelqu'un a écrit que quand l'État est fort, il nous écrase. Et quand l'État est faible, nous périssons. Qu'en pensez-vous? Oui, le poids de l'État, qu'on appelle l'autorité de l'État, est un phénomène sociologique et politique d'intérêt immense. Le poids de l'État dont il est question, ce sont les fonctions régaliennes de l'État. L'État, c'est la justice. L'État, c'est le trésor, c'est l'argent, c'est les finances. L'État, c'est l'armée, c'est les services paramilitaires, c'est l'éducation, c'est l'enseignement, c'est l'environnement, c'est l'air, c'est la mer, c'est le territoire. Alors, l'État régulateur s'occupe de la vie des citoyens et de façon à garantir la citoyenneté et garantir le droit des citoyens. Et à faire en sorte que le citoyen puisse connaître aussi ses devoirs. Donc, l'État écrase quand l'État est omniprésent, l'État rassure quand l'État sait partager, sait déléguer, sait différer, sait s'adapter aux contours techniques, aux structures internes de la société dans laquelle cet État est implanté. En parlant toujours de l'État faible, c'est quoi alors? L'État faible, c'est un État qui ne garantit pas la sécurité et la stabilité de ses citoyens. Un État faible est un État qui ne garantit pas l'amélioration visible du niveau de vie de ses citoyens. Un État faible, c'est un État qui ne se préoccupe pas de la justice et d'une justice pour tous, des droits de l'homme, qui ne garantit pas le respect des conventions et des accords internationaux. Un État faible est finalement un État dont les institutions ne respectent pas leur rôle et que
que l'armée ne soit pas impliquée, visiblement impliquée dans les questions civiles et dans les questions institutionnelles, que les services de police, les services de gendarmerie soient capables de protéger et de rassurer les populations, et que, d'une manière générale, l'accès au traitement sanitaire, aux besoins sanitaires, l'accès à l'instruction soit des éléments rendus possibles. Alors, si tel n'est pas le cas, cet État est considéré et fragile. Mais a priori et au demeurant, les États africains sont très fragiles parce que nous avons 50 années d'existence. Nous apprenons ce que les autres ont commencé depuis des siècles. Et de ce point de vue, il faut être heureux, il faut se féliciter d'avoir des cadres guinéens et capables de représenter la Guinée à l'intérieur comme à l'extérieur. Il vous souviendra qu'à l'accès de notre pays à l'indépendance, il y avait combien d'ingénieurs, combien de médecins, combien de professeurs. Aujourd'hui, nous en avons des milliers, nous avons des spécialistes. Donc, il ne faut pas que le phénomène de compétition politique, qui est un phénomène constitutionnel, vienne bloquer, si vous voulez, les paramètres, les données naturelles, les richesses naturelles, infrastructurelles et superstructurelles que notre pays doit utiliser en tant que richesse. Monsieur Condé, et sur le plan de la coordination, à un moment donné, vous avez été, je dirais, pressenti pour parler avec les différents acteurs politiques du pays. Oui, j'ai été effectivement facilitateur national. J'étais pressenti précisément par son Excellence Monsieur le Premier ministre. C'était le 6 mars qui m'a dit effectivement, sur la base d'un accord général, que j'étais retenu pour faire partie d'un collège de facilitateurs. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté auprès de tous les protagonistes et tous les acteurs une volonté politique d'aller aux élections. J'ai regretté que cette volonté politique partagée ne soit pas accompagnée de mesures permettant aux acteurs de se parler régulièrement. Donc, du côté du gouvernement, je n'ai pas vu, je n'ai pas constaté ce mécanisme, le fonctionnement d'un mécanisme informel de rapprochement et d'assurance. Du côté de l'opposition, j'ai regretté que l'opposition n'ait pas tenu, ma foi, à saisir cette chance. C'est l'opposition qui a demandé depuis 2 ans l'ouverture ou la mise en place d'un cadre de concertation. Le cadre de concertation mis en place, l'opposition a demandé l'examen de 2 questions essentielles. Donc, WEMAC et le vote des Guinéens vivant à l'étranger. Ces questions ont été abordées d'abord entre le gouvernement et moi, et toutes les revendications et toutes les conditions que j'avais posées ont été acceptées à l'époque par le gouvernement. Je vais parler de l'arrêt des activités de la CENI à l'époque, du 13 au 21, nous avons arrêté les activités de la CENI. Et la levée de la citation à comparer des leaders politiques, ça a été maintenu, ça a été retenu. Et la non-convocation des leaders politiques ayant appelé à manifester, c'est un résultat qui a été obtenu. Donc, le gouvernement m'ayant donné toutes ces garanties à l'époque, j'ai trouvé que les absences répétées de l'opposition ou les va-et-vient de l'opposition n'étaient pas de nature à faciliter les choses entre Guinéens. Ceci dit, nous sommes arrivés à un premier résultat. Et je félicite ce premier résultat. Je suis facilitateur, commis d'office par le cabinet qui m'emploie, African Crisis Group. Je suis facilitateur aujourd'hui à la base avec la société en général, commis par la société civile, le mouvement social. Je considère que chacun de nous, Guinéens, a le devoir et l'obligation morale de protéger ce pays, de protéger contre la violence et les dérapages, de considérer que nous sommes sortis du processus électoral présidentiel et que nous sommes dans un processus électoral législatif. Monsieur Condé, à vous entendre parler, on sent parfaitement que vous connaissez très bien votre pays, mais je voudrais vous poser cette autre question parce que quand même, vous avez 2 doctorats, un doctorat en droit et un doctorat en sociologie politique. Monsieur Condé, la manifestation légale, c'est quoi? La manifestation illégale, c'est quoi? Écoutez, la notion de
de manifestation est une notion constitutionnelle, constitutionnalisée, reconnue aux partis politiques, et le mouvement syndical appelle ça les grèves. Les partis politiques organisent des manifestations pour faire entendre des revendications qui n'ont préalablement pas été reconnues ou soutenues par l'État ou par le gouvernement. Ceci dit, ces manifestations prennent l'allure de violence politique lorsqu'elles dégénèrent. Elles dégénèrent avec cas de mort d'homme, avec phénomène de violence en tant que phénomène d'accompagnement. Donc, les manifestations autorisées sont des manifestations qui finalement permettent aux protagonistes de s'exprimer pacifiquement et d'aboutir à un dialogue qu'ils n'ont pas obtenu avant l'appel à manifestation. Et en fait, c'est ça, une manifestation autorisée est une manifestation réussie. Une manifestation non autorisée, même si la manifestation a eu lieu, mais lorsque les conséquences dérapent par rapport à la philosophie, par rapport à l'idée, par rapport au cadre dans lequel cette manifestation est organisée, c'est une manifestation qui n'a pas réussi, qui n'est pas autorisée dans sa forme qui a entraîné mort d'homme et violence en général. Alors quand une manifestation, même constitutionnelle, peut porter préjudice à l'équilibre et à la stabilité de la nation, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce genre de manifestation? Il y a le fait que l'État est responsable de la sécurité des citoyens et du territoire. L'État doit prendre des mesures de dissuasion. Ce sont des mesures qui fâchent souvent. Ce sont des mesures qui effraient. Mais il faut faire changer la peur de camp. Il faut faire en sorte que ceux qui s'infiltrent dans les rangs des manifestants, ceux qui profitent des manifestations, ceux qui utilisent les manifestations pour des faits de crimes, de délinquance et de délits divers, puissent se rassurer ou puissent savoir qu'ils seront détectés, qu'ils seront poursuivis. Il est regrettable que les manifestations qui ont commencé en Guinée depuis le 15 avril 2011 jusqu'à aujourd'hui, qu'aucun manifestant, qu'aucun coupable réel, potentiel, n'ait été connu et poursuivi. Alors, politiquement, c'est très délicat, parce que rentrer dans ces contre des manifestants qui sont relaxés quotidiennement et régulièrement, cela pose problème. Donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités dans le cadre de la dissuasion et de la prévention. Faire en sorte de poser des conditions qui garantissent la sécurité des citoyens qui manifestent et la sécurité des citoyens qui ne manifestent pas. Ceci ne peut réussir que dans le consensus, l'acceptation de la Constitution par toutes les parties, la mise en avant de l'intérêt national contre l'intérêt personnel et l'ambition personnelle. Et je pense que, de ce point de vue, c'est un appel que je lance aux cadres politiques et administratifs, aux intellectuels guinéens, aux citoyens guinéens, de manière générale, pour dire encore une fois que notre pays n'a pas besoin de déchirure. Nous sommes trop riches pour être pauvres. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour mener une vie exemplaire et enviée. Et à chaque étape de notre vie, de l'évolution de notre société, nous sommes confrontés à des situations qu'on peut appeler des difficultés inutiles. Nous avons discuté pendant 2 ans pour aboutir aux résultats que nous-mêmes avons préconisés et envisagés il y a 2 ans. C'est une perte de temps, une perte d'argent, une perte de vie humaine et dégâts immenses. Et finalement, heureusement, Dieu a sauvé la Guinée encore une fois. Il appartient aux différents acteurs de renforcer cette situation de paix. Et nous, à la base, nous citoyens, nous allons continuer à rassurer qu'il n'y a pas de démocratie duale. Il n'y a pas une démocratie pour une ethnie et une démocratie contre une autre ethnie. Et que le phénomène de la violence est un phénomène destructif. Et que la guerre civile dont il est question, la guerre d'une manière générale, ne commence pas un seul jour. C'est 10 ans avant, c'est 15 ans avant, par petites touches,
par actes successifs. Et finalement, lorsque ces conditions sont réunies, ceux qui ont commencé, ceux qui ont posé les premiers actes de ces guerres, peut-être ne vivent même plus. Et ce sont des générations et des générations qui en souffrent. L'exemple de la Sierra Leone, manche courte, manche longue. Est-ce que la Sierra Leone avait besoin de ça? L'exemple du Libéria. Il faut éviter cela. Nous pouvons aller aux élections dans des conditions paisibles et transparentes. Il faut éviter la violence. Et c'est ça mon appel et c'est cela ma démarche. Monsieur Condé, vous avez parlé tout à l'heure en parlant de l'état de la dissuasion et puis de la prévention. Alors, à quel moment l'État peut et l'État doit réprimer? À quel moment l'État peut ou doit réprimer, pour mieux poser ma question? Oui, mais sur la base de la loi. Oui, d'accord. Et lorsque il y a des preuves concordantes et irréfutables de culpabilité, il est important que l'État, à travers l'organe spécialisé, donc la justice, que cet État intervienne. Il y a un autre niveau d'intervention qu'on appelle l'intervention des forces de l'ordre. De quel ordre s'agit-il? Il ne s'agit pas de l'ordre de tirer, il ne s'agit pas de l'ordre de bastonner, il ne s'agit même pas de l'ordre d'interpeller, il s'agit de l'ordre d'empêcher. Et c'est cela la dissuasion, c'est cela la prévention. Lorsque moi j'étais ministre de la Sécurité, Bambeto Koza existait déjà. Et nous avions initié 2 démarches à l'époque. Donc les contacts avec les chefs de quartier, les contacts avec les familles, les contacts avec les sages, les contacts réguliers avec les secteurs d'une part, donc la police de proximité. Et d'autre part, lorsque les manifestations devaient commencer à 7 heures, les forces de police étaient présentes à 4 heures du matin pour filtrer, pour soigner, et pour coordonner, et pour accompagner. Et troisième élément, la discussion avec les leaders politiques continuait directement et au même moment. Donc, à ces 3 niveaux d'intervention, il nous est souvent arrivé, en tout cas au niveau des services de sécurité, de trouver des solutions d'apaisement. Quand bien même la présence musclée et des réactions liées à cette présence ont été effrayantes, mais finalement, on n'a pas connu les résultats que nous vivons aujourd'hui. Donc, encore une fois, la répression doit céder le pas à la dissuasion et à la prévention. Et la meilleure solution, c'est le dialogue. La meilleure solution, c'est l'utilisation des mécanismes traditionnels de résolution des conflits avec les mécanismes modernes de résolution des conflits. Le traditionnel, c'est le consensus, c'est l'arbitrage, c'est la mission, c'est la commission, c'est le dialogue, c'est les échanges. Il y a le sage, il y a les mères, donc les femmes, il y a les jeunes, il y a la structure de la société qu'il faut utiliser. Parce que finalement, l'ethnocentrisme dont il est question n'est pas une cause structurelle des conflits. L'ethnocentrisme n'est qu'une cause aggravante des conflits. C'est quand les conditions socio-économiques que l'État doit garantir ne sont pas suffisamment garanties que par réflexe de sécurité, les citoyens se replient sur l'identité ethnique ou l'identité ou l'appartenance religieuse. Donc, pour revenir à la répression, c'est la dernière chose, quand bien même l'État est enclin à utiliser des moyens de force, à utiliser la force pour bloquer, pour empêcher la violence. Mais ceci dit, il faut renforcer le rôle social des services de sécurité et des services paramilitaires. Il faut renforcer la capacité d'acceptation de ces services. Il faut tenir compte de l'état d'esprit et de la mentalité. Je dis aujourd'hui que nous avons atteint un niveau très sensible. Il faut faire attention. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer, M. Condé. Alors, vous avez parlé de consensus. Alors, et quand le consensus viole les dispositions légales, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, le consensus est un renforcement du dispositif légal. Donc, il y a le droit, il y a le compromis. Et les deux vont ensemble. Monsieur Condé, de compromis en compromis, on va à compromission. Pas du tout. De compromis à compromis, on va au consensus. C'est-à-dire il faut faire en sorte que, sur la base de la loi, toujours sur la base de la loi, chacun peut avoir des interprétations diverses. Chacun peut avoir des lectures diverses. Il faut accepter cela. Mais il faut prendre
loi, les textes de loi comme repère. Et lorsque on prend la loi ou les textes de loi comme base, comme fondement des discussions, tout le reste n'est qu'une plaidoirie, favorable ou défavorable. Donc l'avocat plaide coupable ou non coupable pour son client, mais en se référant aux articles de la loi. Et donc c'est la loi qui doit guider. Ce n'est pas un compromis arraché, si vous voulez, comme ça à la volée. Ce sont des compromis liés au principe du droit international ou du droit positif. C'est-à-dire que au principe du droit international, donc le droit appliqué à l'échelle internationale, supervisé et surveillé par les Nations Unies, ou le droit positif, c'est-à-dire l'ensemble des textes régissant la vie juridique ou judiciaire des États en fonction. Donc vous êtes légaliste? Alors, moi je suis très légaliste et très républicain. Ça m'a coûté tellement de choses, mais je suis tout à fait convaincu que la politique n'est pas un jeu, que la politique est une forme de croyance, que la politique est un cheminement vers un objectif partagé, un objectif qui va dans le sens de l'intérêt général. Et c'est l'intérêt général qui m'intéresse. C'est l'intérêt général qui vous intéresse, M. Condé. On va un peu parler de politique. Est-ce que parfois le discours politique ne peut pas être la cause de certaines violences, un discours politique mal orienté? Et tout à fait. Il y a la communication violente et la communication non violente. En matière de communication politique, ces deux formes de communication peuvent avoir un impact certain sur le sympathisant. Pourquoi les leaders politiques sont souvent protégés? Pourquoi ils doivent être protégés? Parce que les leaders politiques peuvent être même agressés par ceux qui les aiment, qui veulent les toucher. C'est comme des artistes, c'est comme les grands sportifs. Il y a cette émotion d'amour profond, d'identification profonde, qui dépasse généralement celui qui est soumis à ce réflexe-là. Donc finalement, la communication, telle que la radio, les émissions radio, comme la télévision, celui qui capte évasion, la télévision évasion, est influencé par le communicateur. S'il dramatise, celui qui l'observe sent le drame. S'il banalise, s'il plaisante, cela a un impact sur celui qui écoute ou celui qui regarde. Alors, lorsque le communicateur politique enflamme les foules, lorsque le communicateur politique parle dans un ton et dans un style qui est plutôt violent, il est incontestable qu'avant même qu'il ne termine son message, la violence s'installe dans l'esprit de celui qui écoute. Et il y a un autre phénomène lié à cela, c'est le lien entre les jeunes et la mort. À notre enfance et notre adolescence, la mort était tabou. On ne traversait pas le cimetière. Il y a des endroits du village qu'on ne fréquentait pas. Et la mort, c'était un phénomène de fin de vie qui était mystique, spirituel, mystérieux, respecté, distant. Aujourd'hui, par l'éclipse vidéo, par les jeux divers, les voyages, les excitants et beaucoup d'autres phénomènes, les enfants, les jeunes n'ont plus ce respect, cette distance. Ils pensent qu'on peut mourir aujourd'hui et revenir demain. Ils ne savent pas qu'en se jetant dans la violence, ils se perdent et à jamais. Et qu'à travers cet acte, c'est une famille qui perd. C'est une société, c'est le pays qui perd. Chaque Guinéen est important pour l'avenir de la Guinée. Chaque Guinéen est important pour l'avenir de la Guinée. Monsieur Condé, peut-être nous allons maintenant pratiquement boucler cette émission avant de vous faire la conclusion, de vous laisser faire la conclusion. Je voudrais vous poser une question quand même, de savoir si dans le cas de la République de Guinée, les leaders politiques d'aujourd'hui ne sont pas quelque part, tous tant qu'ils sont d'ailleurs, ne sont pas quelque part aujourd'hui les otages de leur ethnie. C'est bien possible. En Afrique, nous vivons une situation
d'identification des leaders politiques, des messages politiques à l'ethnie qui menacent le tissu social. Monsieur Condé, le président Sékou Touré était un malinqué, mais il n'a jamais été l'otage des malinqués. Le président de l'Assemblée de l'époque, Seyfoulaye Diallo, était un Peul, il n'a jamais été l'otage des Peuls. Adjama Fouri était Soussou, il n'a jamais été l'otage des Soussous. Le premier ministre Béabogui était un forestier, il n'a jamais été l'otage des forestiers. Est-ce que les dirigeants politiques d'aujourd'hui ne peuvent pas prendre cet exemple, par exemple? Oui, l'histoire est une succession de faits. Et chaque époque est unique en soi. Et chaque conflit est unique. Et chaque étape, chaque perspective de solution est unique. Ceci ne dégage pas, ceci n'éloigne pas le contexte international et universel. C'est vrai que notre pays a été fondé sur des bases politiques et idéologiques qui excluaient l'ethnocentrisme. Moi, j'ai été éduqué et élevé au panafricanisme. Moi, je n'ai pas connu le tribalisme. Moi, je ne sais pas être tribal. Moi, je considère mon ami, mon camarade du Fouta, de la Guinée forestière et de la Basse-Guinée comme des Guinéens d'abord et des Guinéens avant tout. C'est l'unité de la Guinée, de la nation guinéenne, la construction d'une nation guinéenne et l'indivisibilité de la Guinée qui m'intéresse et qui m'habite. Et ceci dit, même par rapport à la Première République, il y a eu quand même des difficultés et même des erreurs. En 1975, nous avons eu un traitement de l'adversité qui ne nous a pas aidés. Et moi, pour ma part, lorsque je suis revenu en Guinée en 1992, avant les élections présidentielles de 1993, j'ai été invité à une émission à la radio-télévision guinéenne et je me suis permis de présenter des excuses au nom du président Sékou Touré. C'était quand même prétentieux de la part d'un élève ou d'un étudiant, mais je l'ai fait parce que j'ai connu l'homme. L'homme m'a considéré comme un ami, il m'a protégé, il m'a envoyé étudier à l'extérieur. Lorsque je suis venu, j'ai dit à tous ceux auxquels il a dû faire du mal, tous ceux qui se sont sentis persécutés pendant son régime, pendant son exercice, j'ai dit, moi, Kouressi Condé, je vous présente des excuses et des pardons. Et c'est cela la République. Rien n'est parfait. Mais les générations suivantes doivent tirer toutes les leçons de l'histoire. Et je suis convaincu que si le président Sékou Touré, personnellement, avait eu le temps, ou plus le temps, d'expliquer à tous les Guinéens la nature de ses relations personnelles avec tous ceux qui sont passés par le Kambouaro, les gens l'auraient dit, mais monsieur le président, c'est pourtant votre copain, c'est pourtant votre camarade, c'est pourtant votre ami. La communication est une chose très importante. De même, lorsqu'on voit le contexte dans lequel notre société a été bâtie, la jalousie, la convoitise autour de nos richesses, autour de notre pays, et l'efficacité avec laquelle le président Sékou Touré et son équipe ont préservé la richesse guinéenne, ont créé et cultivé la fierté de l'école guinéenne, le théâtre, le sport, l'industrie, le transport. Dans beaucoup de domaines, la Guinée, malgré la distance, malgré les embargos, malgré, si vous voulez, la méfiance et même l'adversité de l'Occident, la Guinée a résisté. Aujourd'hui, nous sommes à une autre époque. Aujourd'hui, nous sommes obligés de protéger notre pays et d'éviter l'éclatement ou même l'effacement. Il faut éviter l'éclatement et l'effacement. Il n'y a pas d'ethnie supérieure à une autre ethnie. Il y a un professeur suisse qui m'a dit à Genève, au détour, lors d'une conférence, il m'a dit, vous avez combien d'ethnies dans votre pays? Oh, moi je dis, il y en a beaucoup, mais vous êtes très riches. Les Suisses, ils sont répartis en cantons, ils ont le principe du consensus de la subsidiarité, ils sont fiers d'avoir plusieurs ethnies. Et ils vivent, ils s'acceptent mutuellement et dans la tranquillité. Il faut que la Guinée arrive à ce résultat. Voilà, il faut que la Guinée arrive à ce résultat. Monsieur Condé, je vais devoir vous quitter, mais parlez-nous très rapidement, de manière succincte, du cabinet de gestion des crises. African Crisis Group. Voilà, African Crisis Group que vous dirigez actuellement. African Crisis Group est un cabinet d'études, un cabinet conseil qui a vocation à suivre et évaluer les risques de crise et de conflit en Afrique. A été créé en avril 2011, donc suite à mon départ de mes charges, à ma libération entre guillemets de mes charges de médiateur. J'ai rencontré un ami, un partenaire
qui a fondé, créé une autre structure internationale qui s'appelle Respublica. Et ensemble, nous avons créé le cabinet Conseil African Crisis Group. Sur recommandation de beaucoup de spécialistes, nous sommes parvenus finalement à mettre en œuvre une démarche qui permet à ce cabinet d'intervenir dans les zones de conflit, en théâtre de conflit. Je me prépare pour le Mali. Nous sommes au Mali depuis mars 2012. Ce que nous faisons, c'est que nous représentons la société civile en général. La société civile, pas en termes de structure, pas en termes organiques, la société d'une manière générale, les 10 millions de Guinéens, les 12 millions de Maliens. Et nous essayons de porter au niveau des décideurs, des chefs d'État, des hommes politiques, la société civile, les inquiétudes, les frustrations et les perspectives de solutions liées au conflit ou à la crise en cours. Nous avons aujourd'hui le bénéfice d'être acceptés par les organisations internationales. Les chefs d'État nous reçoivent. Nous travaillons avec la société civile dans beaucoup de pays africains. Le président Alpha Condé nous fait l'honneur de nous recevoir chaque fois que nous le demandons pour échanger sur ces questions, de même que les acteurs politiques et le mouvement social guinéen qui nous soutient entièrement. Voilà, Monsieur Condé, je suis très heureux de terminer avec vous. Mais avant de partir, vous êtes tous les jours entre deux avions pratiquement. Derrière quoi vous courez? Et nous sommes derrière la paix. C'est une question qu'on me pose souvent. Et nous courons. Et nous sommes sur le chemin de la paix. Et partout où nous apprenons, nous constatons qu'il y a des difficultés. Nous sommes obligés d'être présents, puisque nous ne sommes pas obligés de partir rapidement, comme les organisations internationales. Notre indépendance intellectuelle et financière nous permet d'aller là où nous voulons et d'intervenir. Et nous sommes heureux de constater qu'à tous ces niveaux-là, les hommes politiques, les chefs d'État, les représentants de la société civile nous acceptent. Quand j'arrive à Bamako, à l'aéroport médiataire, les gens sont heureux parce qu'on est encore venu pour ça. Donc nous courons derrière la paix et c'est ce que nous faisons ici. Et avant de terminer, je voulais saluer toutes les coordinations, les 4 coordinations régionales guinéennes et le mouvement social guinéen qui sont aujourd'hui en train de nous accompagner dans un processus de facilitation à la base. Faire en sorte que les communautés ethniques, les groupes et les sous-groupes sociaux puissent se parler, puissent s'accepter pour se mettre fin à la violence. Qu'importe leur vocation politique, qu'importe leur profil politique, ils peuvent donner des consignes de vote à qui ils veulent, pour qui ils veulent, mais pourvu que tout cela se passe dans la paix, sans violence et dans la concorde. Voilà, dans la paix, sans violence et dans la concorde. Merci, Sékou Kouré-Sy Condé. J'ai été très heureux de vous recevoir ici au siège du groupe Évasion, avec l'espoir que ce ne sera pas la dernière fois que vous viendrez ici. Je suis à votre service. Merci, M. Gassou Gabi. Merci beaucoup et à très très bientôt. Merci bien. Oui, merci. Chers téléspectateurs, c'est pratiquement terminé pour aujourd'hui avec ce numéro de Groupe Plan. J'ai reçu, comme vous le savez, Dr Sékou Kouré-Sy Condé, agrégé en droit et agrégé en sociologie politique. C'est un universitaire et homme politique guinéen. J'espère que vous passerez de très bons moments en compagnie du groupe Évasion.